L'Alliance d'un bout de Vaune monte la barre plus haute. Elle présentera un candidat unique aux élections communales, régionales et sénatoriales. Le groupe des 5 lance un énième appel aux dirigeants face à la transgression de la Constitution. Les dettes de Madagascar ne seront pas effacées en 50 ans. Le mois de juin 2014, les dettes de Madagascar s'élèvent à 5 725,5 milliards d'ariary. Les Malgaches ne tirent pas assez profit des richesses du pays. Et enfin, 4 ans après l'éclatement de l'affaire Carleton, le procès s'ouvre ce lundi à Lille et doit durer 3 semaines. 14 prévenus vont comparaître, dont Dominique Strauss-Kahn. Retour sur une affaire hors norme. Et c'est parti, on va voir ce qu'on va voir. Oh mais regardez cette passe, ça va très vite, on se régale. On en prend vraiment plein les yeux. Oh le très beau geste. Et oui, et but! Si vous ne voulez pas vivre le foot à moitié, vivez 100% de la CAN Orange 2015 sur Canal+ Sport. Et oui, 100% des matchs en direct et en intégralité pour vibrer plus fort. Avec les commentaires de nos meilleurs experts et des émissions exceptionnelles pour décrypter toute l'actualité de la compétition. Bénéficiez de 5 milliards de remboursements pour tout premier paiement par Orange Money. Bonne CAN Orange 2015 sur les chaînes Canal+. Bonsoir à tous, nouvelle semaine, nouvelles informations. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV. L'Alliance d'un bout de Vaune monte la barre plus haute. Elle présentera un candidat unique aux élections communales, régionales et sénatoriales. Le groupe des 5 lance un énième appel aux dirigeants face à la transgression de la Constitution. Le VPM Malagas Miaramieng, MAPAR, ARD Havana, le parti Yarakisik et les Verts ils ont fait une déclaration commune aujourd'hui. Et c'est un reportage de Ermirin Rapari. Suite à la commémoration de la 4e République le 11 décembre dernier et la conférence de presse organisée au Carleton le 14 janvier 2015, l'Alliance d'un bout de Vaune refait surface. Pour les prochaines élections de ce mandat présidentiel, le Malagas Miaramieng, MAPAR, ARD Havana, Yarakisik et les Verts présenteront un candidat unique. Cette décision commune sera effective pour les élections communales, sénatoriales et régionales, précise Laurent Ramarsan, porte-parole du groupe des 5. Bien que la Haute Cour constitutionnelle n'ait pas encore prononcé son verdict sur la requête déposée par le groupe des 5, l'Alliance d'un bout de Vaune lance un appel au régime actuel pour le respect de la Constitution. Une semaine après la réception de la requête, la Haute Cour constitutionnelle n'a pas encore réagi. La Constitution est un rempart de l'état de droit. Sa transgression ne devrait jamais être tolérée, d'après Laurent Ramarsan. La présentation d'un seul candidat change la donne politique. Le groupe d'un bout de Vaune a accumulé 90% des voix lors des dernières élections. Toujours dans cette page politique, les blocages de la mise en place d'une nouvelle institution indépendante chargée donc de l'organisation des communales ne proviennent pas de la CENIT. Quel calcul politique se cache derrière le prolongement de la mission de la CENIT? On fait tout de suite le point. Si le président de la République aurait dû promulguer le décret portant la fin de la mission de la CENIT, le cas contraire s'est produit. Quelques mois plus tard, Atala Béatrice, présidente de la CENIT, a été nommée ministre des Affaires étrangères. Son nom avait déjà été cité dans la liste des prétendants au poste du Premier ministre. Ces faits renforcent la suspicion des candidats à la dernière présidentielle.
La nomination d'Atala Béatrice serait-il une contrepartie de l'accession du président Razon Ramapian au pouvoir? Face à ces différentes spéculations, l'indépendance de la CENIT est remise en cause. Un service public, il y a une continuité du service public. Et ça se traduit par l'alternance des personnes. En tant que responsable, nous, à la CENIT, vous savez très bien, on a une assemblée générale qui est compétente en matière. Ça sera la continuité du service au sein de l'organigramme de la CENIT, comme cela existait auparavant. Des travaux de commission sur la mise en place d'une nouvelle structure ont déjà été effectués l'année dernière. L'Assemblée nationale a également présenté une proposition de loi sur la mise en place de la nouvelle commission électorale indépendante. Les dettes de Madagascar ne seront pas effacées en 50 ans. Le mois de juin 2014, les dettes de Madagascar s'élèvent à 5 725,5 milliards d'ariars. Les Malgaches ne tirent pas assez profit des richesses du pays. Elles ne profitent qu'aux seuls nantis, affirme un économiste. Zora Koutenjin. Madagascar est surendetté. D'après les statistiques de l'AFD ou Agence de développement française, ses dettes atteignent 30% de son produit intérieur brut des Malgaches, soit $12 par Malgache, $12 par personne. Telle est l'aide budgétaire de Madagascar. Madagascar ne devrait pas dépendre des aides budgétaires, affirme Herman Chalil, économiste. La bonne exploitation des ressources stratégiques de Madagascar représente l'unique recours. D'après les statistiques du Trésor public, les dettes actuelles de Madagascar s'élèvent à 7 648,9 milliards, dont 5 725,5 milliards des dettes étrangères. Pourtant, le régime actuel ne cesse de chercher des financements étrangers. La création d'emplois fait partie des solutions qui favorisent les investissements intérieurs. Donc il faut favoriser le développement des entreprises existantes, mais comme 700 000 emplois, ça fait beaucoup de monde, il va falloir aussi créer les conditions d'accueil d'investisseurs, d'investissements étrangers. La communauté internationale, la société civile reconnaissent qu'il faut qu'on mette ce problème de l'environnement, du climat des affaires au centre de nos préoccupations. Jusqu'au mois de décembre dernier, 249,6 milliards d'ariars se sont ajoutés aux dettes de Madagascar au FMI. Ce dernier qui sera représenté à Madagascar par un envoyé spécial ce mois de février. Le climat des investissements sera au cœur des rencontres. Les employés de l'abattoir de Wundwurn ont manifesté ce jour. Ils contestent la suspension de leurs activités par Antelm Ramparan, le nouveau ministre de l'élevage. De son côté, le ministre affirme que la suspension des activités de ces abattoirs chinois a été décidée pour des raisons techniques et illégalités. Leur réouverture se fera après le recensement du cheptel bovin. Gaëtan Gislav. Les employés de l'abattoir de Wundwurn ont manifesté ce jour devant les bureaux de la commune de Wundwurn. La décision du ministère de l'élevage de suspendre temporairement les activités de l'abattoir n'est pas claire, affirme Rasulfman Jean Roland, représentant des employés. Nous demandons un peu plus d'explications, ajoute-t-il. D'après des sources, des fonctionnaires du ministère de l'élevage et des responsables chinois sont derrière cette manifestation. Le nouveau ministre de l'élevage, Antelm Ramparan, a répondu ce jour aux 185 employés de l'abattoir de Wundwurn. La suspension n'est que temporaire, une suspension qui ne durera que 30 à 60 jours, le temps d'une enquête approfondie. Les mesures qu'on a prises, donc, c'est de suspendre d'abord l'abattage au niveau des abattoirs à Wundwurn et à Tuléar. Cette mesure est prise pour justement pour assainir la filière bovine et pour connaître les paramètres des décisions avant de réouvrir ces abattoirs. Et ce sera jusqu'à quand ? Au maximum 60 jours. Au maximum 60 jours parce que nous allons faire les études de filière donc très rapidement. Et ça va durer à peu près 30 à 45 jours. Un
à 2 mois est-il suffisant pour recenser tous les bœufs à Madagascar? La réouverture de ces 2 abattoirs, celui de Wundwurn et de Touliar, dépend des résultats de ces enquêtes. L'exportation des bœufs dépendra des résultats du recensement. Si auparavant, avec 8 millions de Malgaches, le nombre de bœufs à Madagascar était de 22 millions, actuellement, avec 22 millions de Malgaches, le nombre de bœufs est descendu de 9 millions. Des experts venus des États-Unis et du Nigeria vont évaluer les services œuvrant dans la lutte contre la corruption à Madagascar afin justement d'améliorer leur performance par la suite. Des recommandations seront mises à disposition de l'État et des services anticorruption comme le Bianco. Olivier Chignal. La justice, les forces de l'ordre et les services indépendants comme le Bianco seront évalués sur leurs actions dans la lutte contre la corruption. Madagascar fait partie des pays ayant signé la Convention internationale pour la lutte contre la corruption, d'où la venue de ces experts étrangers pour l'évaluation. Dans le cadre de ce mécanisme de l'examen de l'application de la Convention, il y a la possibilité d'inviter des experts pour une visite pays, pour parler avec les institutions du pays qui sont actives dans la lutte contre la corruption, c'est-à-dire la justice, la police, et ici au Madagascar, certainement le Bianco et le CSI. Et alors on va rester ici pour une semaine pour parler à ces institutions, pour avoir une meilleure idée surtout le cadre législatif de la lutte contre la corruption. À titre de rappel, d'après les statistiques du Transparency International, la note de Madagascar en matière de lutte contre la corruption en 2014 est de 2,8 sur 10, un classement analogue à celui du régime transitoire. Après cette évaluation, la situation de la corruption à Madagascar sera disséminée au niveau international. Après évaluation, ces experts étrangers sortiront dès ce vendredi des recommandations. Une amélioration de la lutte contre la corruption à Madagascar est attendue. Et voilà, on passe aux actualités internationales. Le ministre britannique des Finances, George Osborne, a exhorté ce lundi son homologue grec, Yanis Varoufakis, à agir de manière responsable, car une confrontation entre Athènes et la zone euro serait un risque majeur pour l'économie mondiale. Le ministre grec, lui, des Finances, a déclaré vendredi que la Grèce ne souhaitait plus coopérer avec la Troïka en charge de son plan de sauvetage. France 24. La Grèce et Chypre ont en commun la langue et la culture. Et c'est une tradition que leurs dirigeants respectifs fassent leur premier voyage officiel, l'un chez l'autre. Pourtant, entre Alexis Tsipras, le grec, issu de la gauche radicale anti-austéritaire, et Nikos Anastasiades, le chypriote conservateur, qui respecte scrupuleusement les conditions imposées par les créanciers de Nicosie, il y a un gouffre idéologique, un gouffre qui n'empêche pas un constat commun. L'Europe est en crise, pas seulement la Grèce et Chypre. La crise économique est là. Et contre la crise, le nouvel homme fort d'Athènes a un remède, mettre fin au système de la Troïka, ce système de supervision des économies endettées qui permet aux pays prêteurs d'imposer des mesures aux pays qui empruntent. Pratiquement tous les corps institutionnels en Europe sont d'accord pour dire qu'il manque à ce mécanisme de supervision une légitimité démocratique et un statut légal au niveau européen. Mais au-delà du discours économique qu'Alexis Tsipras présentera de nouveau à Rome mardi et à Paris le lendemain, les dirigeants grecs et chypriotes se sont aussi exprimés sur la Russie. La tension continue qui s'est transformée en guerre économique ne peut avoir aucun effet positif pour le peuple européen. La Grèce et Chypre peuvent être un pont pour la paix et la coopération entre l'Union européenne et la Russie. Athènes et Nicosie sont hostiles à toute nouvelle sanction contre Moscou. Bruxelles sait désormais que la Grèce fera entendre sa différence sur le plan économique, mais aussi sur le plan diplomatique. Et puis voilà, on vous le disait en titre, l'un des procès les plus retentissants de l'année s'ouvre ce lundi à Lille. Une affaire à tiroir où se mêlent proxénétisme, abus de biens sociaux et escroquerie à une échelle internationale. Quelques 14 prévenus, représentés par 21 avocats, comparaîtront durant
3 semaines. C'est toujours un reportage de France 24. Dominique Strauss-Kahn croyait en avoir fini avec les tourments judiciaires. Il avait été mis hors de cause dans l'affaire du Sofitel à New York. Il avait quitté les États-Unis et tourné la page. Mais c'est en France que Dominique Strauss-Kahn est rattrapé par un nouveau scandale à caractère sexuel, l'affaire du Carlton de Lille. L'ancien patron du FMI se retrouve au centre d'une vaste affaire de soirées libertines organisées à Lille, Paris et Washington. Des soirées dont les participantes n'étaient en fait que des prostituées. C'est la personnalité de l'un des prévenus, Dominique Strauss-Kahn en l'occurrence, qui a fait totalement fantasmer les juges. À l'époque où on lui prédisait les plus hautes destinées, un petit groupe d'amis et d'hommes d'affaires gravitait autour de Dominique Strauss-Kahn. Parmi eux, Fabrice Paskowski, dirigeant d'une entreprise de matériel médical. David Roquet, patron d'une entreprise de bâtiments, et René Cochefer, directeur des relations publiques de l'hôtel Carlton. Les 3 hommes recrutaient des jeunes femmes qui n'avaient qu'une mission, satisfaire Dominique Strauss-Kahn lors de soirées privées, mais l'ancien patron du FMI a toujours affirmé qu'il ignorait qu'il s'agissait de prostituées. C'est-à-dire que ni devant lui, il y a eu des paiements qui ont été réalisés et qu'il n'était pas informé qu'il y avait des paiements qui devaient être réalisés. En mars 2012, après 2 jours de garde à vue, Dominique Strauss-Kahn est mis en examen pour complicité de proxénétisme aggravé en bande organisée. Ses avocats dénoncent un acharnement judiciaire. Il est dans l'état d'esprit de quelqu'un qui est l'objet d'une procédure totalement injuste et qui est d'autre part soumis à une pression médiatique dont sont responsables en grande partie les journaux, qui est tout à fait intolérable. Que savait réellement Dominique Strauss-Kahn de la manière dont étaient organisées les soirées libertines auxquelles il était convié? C'est la question qui sera au centre du procès. S'il est déclaré coupable, Dominique Strauss-Kahn encourt une peine maximale de 10 ans de prison. Et c'est le moment du rappel des points qui ont marqué ce journal aujourd'hui. L'Alliance d'un bout de Voûne monte la barre plus haute. Elle présentera un candidat unique aux élections communales, régionales et sénatoriales. Le groupe des 5 lance un énième appel aux dirigeants face à la transgression de la Constitution. Les employés de l'abattoir de Wondvoorn ont manifesté ce jour. Ils contestent la suspension de leurs activités par Antelme Rimparan, le nouveau ministre de l'élevage. De son côté, ce dernier affirme que la suspension des activités de ces abattoirs chinois a été décidée pour des raisons techniques et illégalité. Et enfin, nous avons aussi vu des experts venus des États-Unis et du Nigeria vont évaluer les services œuvrant de la lutte contre la corruption à Madagascar afin d'améliorer leur performance. Par la suite, des recommandations seront mises à disposition de l'État et des services anticorruption comme le Bianco. N'oubliez pas que ce journal est visible sur notre site tv.cool.mg. Mais voilà, dans un instant, ne ratez pas votre série Perception ainsi qu'un film, un très bon film qu'il ne faut pas rater. Et ça se passe bien évidemment sur Cool TV. Il s'intitule John Wick. Et voilà, donc pour ce point de l'actualité, ce lundi 2 février 2015. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Au revoir, à demain.